Ma demi-sœur a inventé une histoire qui a détruit ma vie. Mes parents m'ont coupé de tout, lui ont tout donné. Mais ce que le monde a découvert plus tard les a tous laissés sans voix. J'avais 18 ans. Honnêtement, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. Ma demi-sœur Camille, de seulement 2 ans, mon aînée a décidé de m'accuser de quelque chose d'horrible, du genre d'accusation qui peut détruire une vie, déchirer une famille et faire de vous un paria. C'est encore difficile de le dire, mais elle m'a accusé de l'avoir agressée. Ce n'était pas juste une rumeur chuchotée dans un coin. C'était une accusation réfléchie, calculée. Le pire, c'est que mes parents, M. Martin et Mme Martin, ceux qui m'avaient élevé, ceux qui me connaissaient mieux que personne l'ont cru sans hésiter. Je dois revenir un peu en arrière. Camille était la belle-fille de mon père, issue de son second mariage. Elle est entrée dans ma vie quand j'avais 10 ans. Au début, tout allait bien. On était juste des enfants pris dans ce patchwork familial à Paris, mais en grandissant, tout a changé. Camille était toujours en demande d'attention, toujours à chercher de l'aide, surtout auprès de mon père et de sa mère, Madame Dubois. Eux, ils étaient toujours prêts à tout lui donner. Moi, je restais à l'écart, je faisais ma vie parce que franchement, je ne voulais pas participer à ces drames. Camille et Madame Dubois se disputaient souvent surtout pour l'argent ou l'école. Camille rêvait de grandes études, d'un avenir brillant, mais sa mère ne voulait plus payer pour tout. Un jour, elles ont eu une dispute terrible. Je me souviens que Camille est venue pleurer dans les bras de Madame Martin, disant qu'elle se sentait abandonnée, incomprise. Madame Martin l'a consolée, disant qu'elle comprenait, mais moi, ça me paraissait exagéré. Madame Dubois ne la coupait pas vraiment. Elle voulait juste qu'elle commence à se prendre en charge. J'étais plutôt d'accord, mais évidemment, j'ai gardé ça pour moi. Jusqu'au jour où tout a basculé. Voilà comment ça s'est passé. Ce jour-là, M. Martin et Mme Martin étaient sortis à un événement ou chez des amis, je ne sais plus. J'étais seul à la maison quand Camille a débarqué furieuse. Elle est entrée sans demander à jeter son sac par terre et s'est affalée sur le canapé. Je n'avais aucune envie d'entendre encore ces histoires, mais elle a commencé quand même. Toujours les mêmes plaintes, sa mère ne la comprenait pas, personne ne croyait en elle, blablabla. Bla bla. J'ai essayé d'être poli, d'écouter, mais cette fois, je n'ai pas pu me taire. Je lui ai dit calmement. « Écoute, peut-être que ta mère a raison. Elle a déjà beaucoup fait pour toi. Si tu veux continuer tes études, il faudrait peut-être commencer à t'assumer un peu. » Non. J'ai été aussi doux que possible. Mais elle l'a très mal pris. Elle m'a regardé comme si je venais d'insulter toute son existence. Je sentais littéralement la colère qui émanait d'elle. Elle a répliqué en me traitant d'enfant gâté, incapable de comprendre la difficulté de sa vie privilégiée. C'est absurde, on a grandi dans la même maison avec les mêmes parents. On n'a jamais eu de privilèges particuliers. Mais dans sa tête, j'étais devenu l'ennemi, parce que je ne prenais pas son parti. Elle a alors lancé cette accusation folle. Elle a dit « Tu te crois meilleur que moi, n'est-ce que pas? Tu es pathétique, et un jour tout le monde le verra. » Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Je croyais qu'elle était juste énervée, qu'elle faisait une crise. Je lui ai dit de se calmer, qu'on pourrait reparler quand elle serait moins émotive, puis j'ai quitté la pièce. Je n'allais pas rester là à me faire insulter parce que j'avais un avis différent. Après qu'elle soit partie furieuse, je pensais que c'était fini. Elle allait se calmer, peut-être bouder quelques jours, puis passer à autre chose. C'était son genre. Mais le lendemain matin, Madame Martin m'a réveillé l'air bouleversé. Elle m'a dit que Camille et Madame Dubois étaient en bas et voulaient me parler. J'étais perplexe, je croyais que c'était encore une histoire entre Camille et sa mère. Alors j'ai mis un t-shirt et je suis descendu sans aucune idée de ce qui m'attendait. Camille était sur le canapé, la tête dans les mains, Madame Dubois la tenant par l'épaule. Monsieur Martin et Madame Martin étaient debout complètement sous le choc. L'atmosphère était glaciale, comme s'il s'était passé quelque chose de grave et que tout le monde m'attendait. J'allais demander ce qui se passait quand Camille s'est mise à pleurer, disant qu'elle ne pouvait pas croire ce que je lui avais fait. Madame Dubois me fusillait du regard. Mon père semblait prêt à s'effondrer. J'ai essayé de leur demander doucement ce qui se passait, mais Camille répétait que j'avais dépassé les limites, qu'elle était traumatisée. Puis elle l'a dit que je l'avais agressée. J'étais tellement choqué que je n'ai même pas pu répondre. Je suis resté figé, le cerveau en vrac, essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. Avant même que je puisse me défendre,
Madame Dubois s'est jetée sur moi, criant que j'étais un monstre, qu'elle n'aurait jamais cru ça de moi. Monsieur Martin m'a attrapé par les épaules et m'a fixé dans les yeux. J'ai vu le doute, la colère. Quelque chose s'est brisé en moi. Il m'a dit d'avouer de m'excuser. S'excuser pour quelque chose que je n'avais même pas fait. J'ai essayé d'expliquer que Camille mentait, que rien ne s'était passé, mais personne ne voulait m'entendre. Alors, au milieu des cris, j'ai perdu mon sang-froid. J'ai attrapé un vase et je l'ai fracassé contre le mur juste pour les faire taire. Ça a marché, mais pas comme je l'espérais. Monsieur Martin m'a repoussé, disant que j'étais violent, et m'a ordonné d'aller dans ma chambre. On m'a enfermé des heures à tourner en rond, à fulminer, à chercher une solution. Comment pouvait-il la croire sans hésiter? Je n'avais rien fait pour qu'il doute de moi. Je ne comprenais pas pourquoi Camille allait si loin dans le mensonge. Cette journée a été la plus longue de ma vie. Je ne suis sorti de ma chambre que lorsque mon père est venu me dire que Camille et Madame Dubois étaient une partie, mais je savais que ce n'était pas fini. Dans ses yeux, il me voyait coupable comme un monstre. J'ai tenté d'expliquer encore, mais il m'a coupé, disant qu'il ne voulait plus entendre de mensonges. À partir de là, tout s'est effondré. Le lendemain, ça a empiré plus vite que je ne l'aurais cru. J'imaginais que mes parents allaient se calmer et me laisser expliquer. J'espérais qu'on allait discuter, mais c'était naïf. Le matin, plus aucune chance de dialogue. J'ai à peine dormi à ressasser chaque détail, à espérer que ce n'était qu'un cauchemar. Mais non. Tôt le matin, M. Martin est entré dans ma chambre avec un regard froid, presque dégoûté. Il ne m'a presque pas regardé, il m'a juste dit de descendre, que Camille et Madame Dubois voulaient régler les choses. En bas, la même scène, Camille effondrait Madame Dubois à ses côtés, mes parents anéantis. J'avais envie de hurler. J'avais l'impression d'être à une intervention, mais où j'étais le monstre à évacuer. Avant même que je ne m'assoie, mon père a dit que Camille se sentait en insécurité, qu'elle ne pouvait plus être près de moi. Ils avaient déjà tout décidé sans m'écouter. Puis il a lâché la bombe, j'allais être envoyé ailleurs. J'ai ri pensant qu'il plaisantait. « Vous me mettez dehors à cause d'un mensonge. » Il n'a pas répondu, juste ce regard glacé, comme s'il ne me reconnaissait plus. Madame Martin détournait la tête, les larmes aux yeux, incapable de dire un mot pour moi. J'ai supplié, j'ai dit que je n'avais rien fait, que Camille inventait tout, mais c'était comme parler à un mur. Camille me lançait des regards de victime. Madame Dubois la consolait à voix basse. Monsieur Martin a fini par me couper, disant que la seule façon d'éviter la honte, c'était que je disparaisse un temps. Ils avaient convenu avec Camille et Madame Dubois que, si je quittais Paris, ils n'iraient pas à la police. Voilà l'accord disparaître. J'ai demandé où aller. C'est là qu'ils ont parlé de ma tante Sylvie. Pas vraiment du genre accueillant. Dans la famille, elle était connue pour être stricte. Personne ne passait du temps chez elle si ce n'était pas obligé. Elle vivait à Dijon, une ville tranquille isolée. Je ne la voyais presque jamais. Mais selon eux, c'était là que je serais, en sécurité, loin de Camille. Quand j'ai vu qu'ils ne plaisantaient pas, j'étais furieux. Je leur ai dit que je n'irais pas me faire jeter chez une parente comme un déchet. Monsieur Martin m'a regardé froidement. « Tu n'as pas le choix. » Et puis, le coup de grâce, il donnait aussi à Camille, mon fonds pour la fac, tout l'argent mis de côté pour mon avenir offert à Camille pour qu'elle se taise. On m'achetait son silence avec tout ce que j'avais espéré. J'étais sidéré absent pendant que tout le monde parlait de moi comme si je n'existais pas. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de parler. Je ne sais même plus combien de temps je suis resté debout avant de comprendre que mon père attendait que je fasse mes valises. Pas de discussion, pas de compromis. Il voulait juste que je parte. Madame Martin semblait vouloir dire quelque chose, mais chaque fois que je la regardais, elle fuyait mon regard. J'ai monté mes affaires, l'esprit vide comme sous l'eau. Des vêtements, des livres, quelques objets importants. Je ne savais pas combien de temps je devrais rester loin, alors j'ai pris tout ce qui comptait. J'entendais mes parents parler en bas tout bas, mais je ne distinguais rien. J'ai cru un instant qu'ils viendraient, qu'ils réaliseraient la folie de tout ça, mais non, personne n'est venu. Après des heures, ils ont frappé, m'ont dit qu'il était temps. Tante Sylvie avait accepté, ils l'avaient déjà prévenu. Même pas le droit de dire au revoir à qui que ce soit. Ils m'ont pris mon téléphone disant que disparaître, c'était couper tout contact.
Je ne savais pas comment expliquer aux amis que j'allais disparaître. Mais pour eux, ça n'avait pas d'importance. Ils m'ont dit de finir mes bagages et d'être prêt dans une demi-heure. Je ne me suis jamais senti aussi prisonnier, aussi impuissant. Je suis sorti avec mes affaires. Monsieur Martin me surveillait depuis la porte pour s'assurer que je partais. Madame Martin restait cachée, incapable de me voir partir. Camille et Madame Dubois étaient déjà parties. Je me suis senti vide, comme si ma vie avait été effacée en une journée. Le trajet jusqu'à Dijon s'est fait en silence. Monsieur Martin conduisait muet. J'ai dû lui demander une ou deux fois s'il croyait vraiment Camille, mais il serrait juste le volant sans répondre. Je regardais le paysage défiler perdu, essayant de comprendre comment recommencer à zéro, sans plan, sans appui. Arrivé chez tante Sylvie, j'ai eu l'impression d'être déposé en prison. Sa maison était petite, un peu délabrée, une vieille clôture très isolée. Je ne l'avais pas vue depuis des années, et là, je devais vivre ici en exil à cause d'un mensonge. Monsieur Martin ne m'a pas aidé avec mes bagages, ne m'a même pas accompagné à la porte. Il a dit juste « c'est pour ton bien ». Et il est reparti sans un regard. Debout devant la maison, la colère montait en moi. Ma propre famille est censée me soutenir, m'abandonnait comme un criminel. Pourquoi? Pour contenter Camille, pour se protéger de la honte. J'avais envie de hurler, de pleurer, de frapper quelque chose. Mais je me suis contenté de serrer mes sacs seul. Ma vie, c'était ça maintenant. Coupé de tout à cause d'un mensonge impossible à réfuter. J'ai frappé chez tante Sylvie. Elle a ouvert pas un sourire, elle m'a juste dévisagé et m'a dit d'entrer. Voilà comment je me suis retrouvé à Dijon avec quelques sacs et la trahison familiale comme un poids sur la poitrine. C'était la pire sensation du monde et je ne savais pas si ça allait jamais s'arranger. S'installer chez tante Sylvie a été dur. Je crois qu'elle ne voulait pas vraiment de moi. Elle ne l'a pas dit, mais elle n'en avait pas besoin. Dès que j'ai franchi la porte, elle m'a fait un regard pincé et m'a montré une mini-chambre à peine assez grande pour un lit et une commode. Elle a marmonné qu'elle rendait service à mes parents et que j'avais intérêt à bien me tenir. Ambiance. Tante Sylvie n'était pas méchante, juste froide. Elle avait ses règles repas à 18h silence, après 21h pas d'invités. Pas le droit de toucher à la télé au chauffage, à certaines étagères du frigo. Tout était strict et gare à moi si je dérangeais son organisation. C'était une cage. Et ce n'était même pas le pire. Le plus dur, c'était l'isolement. Dijon, c'est le bout du monde. Presque pas de magasins, aucune vie sociale, juste quelques stations-service et fast-food. Je ne connaissais personne, et il était hors de question que je garde contact avec mon ancienne vie. Mes parents avaient été clairs. Plus de téléphone, plus de mail, plus rien. Au début, je tournais en rond, trop en colère et blessé pour être productif. Je passais mes journées à regarder par la fenêtre, à me refaire le film, à chercher où tout avait dérapé. J'étais en rage, une vraie haine sourde. J'aurais voulu tout dire à mes parents, à Camille, à tous ceux qui m'avaient tourné le dos. Mais j'étais impuissant, bloqué dans cette attente, sans savoir quoi faire. Après quelques semaines, j'ai compris qu'il fallait que je sorte, ne serait-ce que pour ne pas devenir fou. Tante Sylvie n'avait pas l'intention de s'occuper de moi à part me donner un toit. Elle laissait traîner des prospectus de job, faisait des remarques sur la responsabilité et l'autonomie. Elle voulait clairement que je parte de moi-même. Alors, j'ai fait le seul truc possible, trouver un boulot, économiser, partir. Pas facile sans fonds pour les études et sans réseau. J'ai postulé un peu partout, surtout en vente ou restauration, mais rien ne collait. Finalement, j'ai décroché un poste de manutentionnaire à l'entrepôt de Dijon. Pas glorieux, mais au moins ça me sortait de la maison et ça me mettait un peu d'argent en poche. Le boulot était dur les journées longues, je rentrais couvert de sueur épuisée. Mais j'ai tenu. Le meilleur dans tout ça, je n'étais pas seul. J'ai rencontré 2 collègues de mon âge, eux aussi paumés. Mathieu bossait en double pour rembourser des dettes. Luc venait de s'installer à Dijon pour fuir sa famille, presque aussi dysfonctionnelle que la mienne. On était tous fauchés surmenés et dégoûtés. On s'est vite rapprochés. Après quelques mois, on a eu une idée mettre notre argent en commun, louer un appart miteux, sortir de chez nos familles. J'étais partant. Tout valait mieux que rester chez tante Sylvie. On a galéré manger des nouilles et des snacks pas chers, économiser le moindre centime.
Enfin, on a trouvé un appartement pourri à Dijon, à peine assez grand, mais c'était chez nous. Déménager, c'était retrouver un peu de liberté. L'endroit était un taudis, mais on s'en fichait. On a acheté un vieux canapé d'occasion, une table bancale, 2 chaises dépareillées. Pour la première fois depuis longtemps, je respirais. Bien sûr, la vie n'était pas simple. Quand on est pauvre, la colocation, c'est la débrouille. On bossait tous en horaire décalé, on se voyait peu. Mais les moments ensemble, affalés sur le canapé, à partager une pizza ou à râler sur nos boulots, ça valait tout. On se confiait sur nos familles, nos boss, tout ce qui nous prenait la tête. C'était notre thérapie à nous. Après quelques mois, j'ai commencé à voir que je pouvais construire quelque chose ici. Ce n'était pas la vie rêvée, mais c'était une vie. J'ai été promu chef d'équipe à l'entrepôt de Dijon, un peu plus d'argent, pas beaucoup, mais assez pour m'acheter enfin un bon téléphone. J'ai pensé à recontacter des gens de mon ancienne vie, mais j'hésitais. J'étais encore trop en colère, trop blessé. Alors, je me suis concentré sur mon présent. Je me suis inscrit à des cours du soir à Dijon, histoire de me remettre dans le bain des études. Ce n'était pas la fac de mes rêves, ni le diplôme espéré, mais c'était déjà ça. Ça me donnait une raison d'avancer, de travailler, d'économiser, d'essayer de me bâtir une vie à moi, pas celle dictée par le chaos familial. Ce n'était pas facile, mais je trouvais de petits bonheurs. Mathieu et Luc sont devenus plus que des colocataires, presque des frères. On s'entraidait. Si l'un de nous avait une mauvaise journée, les autres ramenaient des snacks ou des bières bon marché, sauf moi, j'ai arrêté l'alcool. On parlait de l'avenir de la vie après la galère. On avait besoin les uns des autres pour tenir, pour se souvenir qu'il y avait mieux ailleurs. Parfois, la colère remontait en pensant à Camille et à ma famille. Comment pouvait-il m'avoir jeté comme ça? Mais j'apprenais peu à peu à mettre ça de côté. J'avais mon cercle des gens qui ne me voyaient pas comme un criminel. Pour la première fois depuis le début, je me disais que, peut-être, j'allais m'en sortir. Ce n'était pas parfait, mais j'avais une routine 2 amis solides, un peu de progrès au boulot et à l'école. Je n'étais pas heureux, mais je survivais et c'était déjà énorme. Un mardi soir, en rentrant du travail, mon téléphone a vibré. Un mail. J'ai failli l'ignorer, puis j'ai regardé. C'était Monsieur Martin. Je n'avais plus eu de nouvelles depuis qu'il m'avait laissé chez tante Sylvie. Je m'étais interdit d'y penser, de croire que j'avais encore besoin d'eux. Mais lire ce mail, c'était comme un coup de poing. Je suis resté planté, à hésiter à l'ouvrir. Une partie de moi voulait tout supprimer, faire comme s'il n'existait plus. Mais la curiosité a gagné. Le message était court. Monsieur Martin disait qu'il voulait reprendre contact, qu'il y avait eu des nouveautés. Il expliquait que Camille avait fini par tout avouer. Comme ça, comme si c'était un détail, comme si elle n'avait pas tout détruit. Mon cerveau buguait. Camille avait menti. En lisant la suite, j'ai compris. Son copain, un inconnu pour moi, l'avait enregistré en train d'en parler. Elle s'était confiée à une amie, ou à lui, peu importe. Elle avait avoué tout inventé. Elle voulait me donner une leçon que je le méritais après l'avoir remise à sa place ce jour-là. Et puis, ça avait dégénéré trop vite, elle n'avait pas su revenir en arrière. Le pire, c'est le ton de M. Martin. Presque des excuses. Il disait que Camille était désolée qu'elle avait ses problèmes, qu'elle n'avait pas compris l'impact. J'étais sidéré. Elle n'avait pas compris l'impact. Elle avait détruit ma vie et eux faisaient comme si ce n'était qu'une erreur de jeunesse. Et mes parents, censés me connaître, m'avaient cru sans hésiter. M. Martin finissait en disant qu'il espérait qu'on pourrait tourner la page avancée. Avancer comme si rien ne s'était passé. Comme s'il ne m'avait pas abandonné à la première difficulté, tout pris, tout brisé. J'en tremblais de colère. J'ai laissé le mail sans réponse. Mathieu et Luc sont rentrés, ont vu que j'allais mal. Ils ont demandé, j'ai éludé. J'étais trop énervé, il fallait que je digère avant d'en parler. La nuit impossible de dormir, je repassais tout en boucle. Les supplications, les regards accusateurs de mes parents, la trahison encore plus dure maintenant que je connaissais la vérité. Le lendemain, j'ai tout raconté à Mathieu et Luc. L'accusation, l'abandon, la galère chez tante Sylvie, le job, et enfin le mail de M. Martin. Ils m'ont écouté sans m'interrompre, passant de la stupeur à la colère. Mathieu a secoué la tête, prêt à casser quelque chose. Donc elle avoue, et ils veulent donc que tu oublies. Oui, j'ai dit la voix tremblante. Comme si de rien n'était.
Non, bien à Yamamoro. Luc a insisté. Tu dois en parler à tout le monde. Les gens doivent savoir. Tu t'es caché trop longtemps, ils ont encore du pouvoir sur toi-même après t'avoir rejeté. Il avait raison. Je vivais dans l'ombre, à fuir les anciens amis, à laisser ma famille dicter ma vie, même de loin. Mais l'idée d'affronter tout le monde, d'expliquer, me terrifiait. Pourtant, en discutant avec Mathieu et Luc, un plan a germé. Dans la semaine, j'ai répondu brièvement à M. Martin, je n'étais plus leur bouc émissaire. Pas question d'avancer sans que la vérité soit dite à tous. Je voulais que ma famille reconnaisse ce qu'elle m'avait fait. J'ai envoyé le mail partagé entre soulagement et rage. Quelques jours après mail de Mme Martin. Elle me suppliait de ne pas faire de scandale, que les histoires familiales devaient rester privées, que Camille était fragile. Ridicule. Toujours Camille avant tout même après la vérité. J'ai montré le mail à Mathieu et Luc, ils m'ont poussé à tout révéler. Il fallait laver mon honneur, reprendre la vie que Camille m'avait volée. Ce soir-là, je me suis reconnecté aux réseaux sociaux pour la première fois depuis des années. Jusqu'ici, j'avais fui peur du regard des autres, peur des rumeurs. Mais cette fois, je n'avais rien à cacher. J'ai tout raconté du début à la fin. La fausse accusation de Camille, la rupture familiale, l'exil chez tante Sylvie, les galères Stout. Je n'ai rien caché. Je voulais que les gens comprennent. La trahison, l'isolement, la douleur. Je voulais qu'on sache que je n'étais pas le monstre décrit par ma famille. J'ai posté le cœur battant. Un instant, j'ai regretté, j'ai cru avoir fait une bêtise. Et puis, les réponses sont arrivées. Vieux amis, cousins, lointains, même des connaissances, presque oubliés, tous choqués, solidaires. Les gens étaient furieux, horrifiés par ce que Camille avait fait par le comportement de ma famille. C'était bouleversant, mais j'avais l'impression qu'un poids me quittait enfin. Les jours suivants, le soutien a continué. Les gens découvraient enfin ma version, la vérité. Pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. Je ne me cachais plus. Mon téléphone explosait de notifications, amis, famille, connaissances. Choc, colère, soutien, confusion. Tout y passait, mais je me sentais enfin entendu. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me noyais plus dans un mensonge. Certains membres de la famille, sentant que quelque chose clochait, ont compris en lisant mon post. Quelques-uns se sont excusés de ne pas m'avoir contacté plus tôt, d'avoir cru ce que disaient mes parents. D'autres m'ont appris qu'on leur avait raconté que j'étais parti pour me retrouver après des problèmes personnels. Le mensonge était plus profond que je ne l'imaginais. Ça m'a mis en colère de voir à quel point ils avaient tout fait pour me faire taire, se protéger. De l'autre côté, M. Martin, Mme Martin et Mme Dubois étaient furieux. J'ai reçu des mails m'accusant de trahir la famille, de ruiner la vie de Camille, de ressortir de vieilles histoires, juste pour blesser d'être cruel, alors que Camille souffrait. Franchement, ça ne me touchait plus. Toujours les mêmes excuses, toujours Camille avant tout. Ils étaient aveugles à tout le mal qu'elle avait fait, incapables de voir l'absurdité de leur attitude à défendre l'indéfendable. Je les ai tous bloqués. J'avais tout fait pour leur laisser une chance de s'excuser, d'avouer, mais ils s'enfonçaient. J'avais enfin la main sur ma vie sans eux pour me faire porter leurs erreurs. Après, la vérité, la vie de Camille a chaviré. Tout soutien a disparu. À Paris, tout le monde a su qu'elle avait menti sur quelque chose de si grave, juste pour me détruire et obtenir gain de cause. Rapidement, ses amis, ses profs, ses anciens camarades lui ont tourné le dos. On la traitait comme une pestiférée, et honnêtement, elle l'avait cherchée. Madame Dubois était horrifiée. Elle avait cru sa fille avait tout soutenu, et maintenant, tout le monde la regardait comme la mère d'un monstre. Elle n'a pas supporté la honte ni les conséquences. On lui disait clairement qu'on ne voulait plus la voir tant que Camille était là. Madame Dubois a tenté de s'excuser par-ci par-là, mais c'était trop tard. Le mal était de fait. Finalement, Madame Dubois a craqué. Elle a renié Camille. Un mélange de honte et de rancœur sans doute. Elle aussi s'est sentie trahie, utilisée par sa propre fille, obligée de cautionner l'impardonnable. Camille s'est retrouvée seule. J'ai su que Madame Dubois l'avait mise à la porte. Plus personne ne voulait l'aider. Rejetée par tout le monde à Paris, même sa mère Camille n'a eu d'autre choix que de partir. Elle a essayé de rester, espérant que ça passerait, mais partout, on la montrait du doigt. Elle a tenté de s'excuser, on lui a fermé la porte. Elle a compris qu'elle ne pourrait pas rester,
qu'il lui faudrait vivre sous le regard du jugement et de l'isolement. Finalement, Camille a quitté Paris. Où est-elle allée? Je n'en sais rien, et pour être honnête, ça m'est égal. Elle a eu sa chance. Elle a choisi de briser ma vie. Maintenant, c'est elle qui doit assumer les conséquences de ses mensonges. D'après ce que j'entends, elle est totalement seule. Tout ça, enfin derrière moi, j'ai pu me concentrer sur la vie que j'avais construite ici. Mathieu et Luc n'ont jamais lâché, m'ont aidé à garder la tête hors de l'eau, m'ont rappelé que je n'étais pas seul. Après des années à me sentir isolé, c'était étrange, mais rassurant de voir que j'avais des alliés. On avait traversé tellement ensemble, dans ce petit appart pourri à Dijon, et maintenant que la tempête passait, je me sentais plus proche d'eux que jamais. C'est à ce moment-là que j'ai repris contact avec quelques amis d'avant, qui m'avaient écrit après mon poste. Certains habitaient désormais à Lyon et m'ont invité pour un week-end. Au début, c'était bizarre comme revenir dans une autre vie, mais ça m'a fait du bien. Ils étaient vraiment curieux de savoir ce que je devenais, comment était mon boulot, mes études, mes amis. Pas de pitié, pas de gêne, juste heureux de me revoir. Ce week-end m'a rappelé à quel point une vie sociale normale m'avait manqué, à quel point avoir des gens qui me connaissaient, avant la catastrophe, me ramenait à moi-même. Le plus beau, c'est que je n'avais plus à cacher la vérité. Plus de secrets, plus de honte. Mes amis ont enfin entendu la vraie histoire, pas celle que ma famille avait déformée et répandue.